Bonjour à tous, bonjour Carlotta, bonjour Marion, bonjour Jeanne, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour cette 3e et dernière table ronde que moi j'anime aujourd'hui. Donc comme pour les précédentes, pas de stress, tout va bien se passer, on va bien rigoler. L'intention de cette table, c'est que vous partagez vos expériences, des conseils concrets autour du product marketing. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de rapidement vous présenter tous les 4. Marion. Moi, je suis Marion, je suis Head of Product Marketing chez Usign. Carlotta, Senior Product Marketing Manager pour Decathlon Outdoor. Vas-y, Jeanne, je t'en prie. Jeanne, je suis Head of Product Marketing chez Lydia. Et Mathieu, je fais du conseil en freelance autour du product marketing et mentor. Merci à vous 4. Merci pour l'invitation. Question de départ pour éclairer notre audience sur Twitch. Qu'est-ce que le product marketing ? Jeanne ? Je peux commencer avec une petite image que j'aime bien reprendre, même si c'est pas moi qui l'ai inventée. Si on imagine que le marketing, c'est la pub qu'on voit dans le métro ou sur une aire d'autoroute, et que le produit, c'est le plat, une affiche pour un restaurant, pardon, j'ai oublié de préciser, et que le plat dans ce restaurant, c'est le produit, donc la feature qui a été travaillée, pensée, livrée. Le product marketing, c'est un peu tout le reste de l'expérience. Donc, c'est la devanture. Est-ce qu'elle est cohérente avec la publicité qu'on a vue ? C'est la qualité du service dans le restaurant. Est-ce que tout ça est cohérent avec l'expérience ? Est-ce qu'on est bien accompagné ? Est-ce que le menu il est à jour ? Est-ce que le pricing est cohérent ? Est-ce que l'étape de paiement à la fin elle se déroule bien ? C'est tout ce qui va faire que pour des gens qu'on a fait venir et un produit qu'on a préparé, de bout en bout, tout est cohérent, tout se passe bien et la personne repart satisfaite et reviendra nous voir. J'aime beaucoup cette image. Une belle métaphore. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Version courte ou version longue ? Non, pour la version courte, c'est le rôle qui fait le pont entre les équipes produits/tech et tous les touchpoints business, donc le marketing, les sales et CSM. Pour la version un petit peu plus longue, c'est un rôle qui est assez large, avec plusieurs dimensions. On va dire que c'est un rôle qui est 50% stratégique, 50% tactique, /opérationnel, qui va inclure tout ce qui est autour de la connaissance, donc connaissance de son écosystème, son marché, ses utilisateurs, ses clients, qui va être tout autour de ce qui va faire rayonner le produit, donc comment on va le positionner, comment on va le pricer, et comment on va définir un message qui va être compréhensible par les acheteurs et par les utilisateurs. Et ensuite, sur le côté plus exécution, on va avoir 2 grosses facettes. La première, le go-to-market, donc vraiment comment on met des produits sur le marché, donc comment on les lance, comment on va former en interne et également en externe. Et ensuite, une facette qui est parfois un petit peu oubliée, c'est le go-to-customer. Donc, une fois que le produit il est sur le marché, comment je le mets dans les mains de l'utilisateur, comment je fais en sorte qu'il l'adopte, qu'il se l'approprie, peut-être qu'il upsell, qu'il convertisse, etc. Et surtout, comment je l'écoute à travers une feedback loop ou divers moyens pour itérer et apporter encore plus de valeur dans le produit. Merci à vous deux pour cette belle définition du métier. On a intitulé cette table « Est-ce que le product marketing va tuer le marketing traditionnel ?» Du coup, c'est quoi la différence fondamentale avec le marketing traditionnel, selon vous ? Oui, je pense que le product marketing ne va pas à terme venir voler le poste de marketing traditionnel. Et déjà, je pense qu'une chose importante, c'est de définir qu'est-ce que le marketing traditionnel. Quand on le définit, finalement, le marketing traditionnel, c'est quoi ? C'est du marketing opérationnel. C'est une équipe qui est responsable de définir la trajectoire d'acquisition pour venir adresser la cible au bon endroit, avec les bons contenus et sur les bons canaux d'acquisition. Donc, une fois qu'on sait ça, finalement, pour faire bien ce travail, il y a tout un travail en amont. Et c'est ce travail-là que va apporter le product marketing. C'est-à-dire quelle cible on va venir adresser, avec quel message, quel va être le positionnement du produit, pourquoi. Et en fait, c'est toute cette matière que va venir apporter le product marketing pour venir alimenter les équipes du marketing opérationnel, qui finalement sont des équipes souvent expertes, spécialistes. Typiquement, chez Decathlon Outdoor, on va avoir une équipe de marketing, de performance marketing, où il va y avoir une responsable CRM, une responsable traffic manager, une responsable, tous les responsables de chaque canal d'acquisition, et on va leur fournir toutes les informations pour qu'ensuite eux ils puissent vraiment définir quel budget on va activer pour les ads sur Instagram, pour les emailing, etc., etc. Et c'est ça qui est super important, c'est cette complémentarité et le fait de vraiment travailler ensemble.
Parce que s'il n'y a pas de PMM, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le marketing va potentiellement pas cibler correctement son audience. La proposition de valeur, elle sera peut-être pas bien compréhensive. Et du coup, les leads seront moins qualifiés. Donc voilà, pour la différence et surtout la complémentarité des deux rôles. Marion, est-ce que tu veux compléter la définition très complète de Carlotta? Oui, en fait, c'est exactement ça. Le product marketing vient en complément du marketing traditionnel. Et en fait, on est vraiment l'intermédiaire et on va apporter le contenu aux équipes marketing exactement comme on le fait avec les sales. Et en fait, on n'a pas l'intention de remplacer les sales comme on n'a pas l'intention de remplacer le marketing. On va être le fournisseur de contenu et on va leverage les différents channels. Donc que ce soit directement via les sales ou que ce soit via des équipes marketing, via la brand si on est sur de l'awareness et de la notoriété, via le growth, l'acquisition, le marketing B2B si on est sur des problématiques plus pure acquisition. Et donc en fait l'objectif c'est vraiment de faire le pont entre le produit, apporter le bon contenu pour pouvoir capitaliser sur ces différents channels gérés par le marketing traditionnel. Très clair. Dans product marketing, il y a product. Moi, j'ai une question de se dire comment on s'intègre à l'écosystème produit, comment on fait comprendre son rôle, son impact au sein des organisations. Bref, comment tout le monde arrive à danser ensemble. Mais avant que vous répondiez à ça, j'ai envie de faire un petit retour sur une petite anecdote qui a bien fait jaser LinkedIn et Twitter il y a quelques temps. C'est une petite référence à la keynote de la Configma où le CEO de Airbnb, Brian Chesky, a balancé, je cite, qu'il allait « get rid of the classic product management function ». Ensuite, tout en argumentant qu'Apple n'en avait pas, c'était un petit peu gratuit, c'était pas très argumenté. Moi, j'ai trouvé ça complètement tapageur, mais c'est le côté Brian Chesky. Un peu trop aussi culte du modèle d'organisation. Je fais petit écho à la deuxième table ronde que j'ai animée là-dessus. Il n'y a pas de modèle magique. Mais ensuite, il s'est repris. Et il a dit « We combine product management with product marketing ». Et il a parlé aussi, une chose qui est assez intéressante, c'est de plus de collaboration entre product designer, équipe technique, équipe produit, et finalement aussi l'équipe marketing, donc les marketeurs. Et en fait, il a mis ça comme quelque chose de révolutionnaire, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était finalement, on revenait aux fondamentaux de toute cette collaboration. Finalement, c'est la base pour moi de comment on avance et comment on produit des produits désirables et utiles. Vous en avez pensé quoi de tout ça ? Moi, personnellement, j'ai un avis assez tranché. Je pense que notre cher Brian peut-être découvre le vrai métier du product management. Et oui, les PM s'intéressent au business. Oui, les PM sont dans le go-to-market. Je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, comme tu l'as dit. C'est peut-être un retour aux fondamentaux. C'est peut-être aussi une mise en exergue que jusqu'à aujourd'hui, chez Airbnb, les PM étaient peut-être cantonnés à plus faire du delivery et étaient très loin du marché. Donc finalement, c'est peut-être un bad buzz, mais je pense que c'est une bonne chose de remettre l'église au milieu du village et de dire, oui, le PM est dans le business. En tant que PMM, moi, j'ai pas de souci là-dedans. Je pense qu'on va pas réduire le métier du PMM à une petite facette qui est le go-to-market. On a plein d'autres valeurs et on pourra en discuter plus tard. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme si aujourd'hui je disais, j'ai plein de PM qui savent faire des protos et qui savent utiliser Figma. Finalement, est-ce que c'est pas la mort du product design ? Voilà. Ouais. Je pense que oui, les PM, ils ont clairement leur place dans le business. C'est le cœur du product management. Maintenant, nous, on a beaucoup de choses à apporter. Et le but, encore une fois, c'est de collaborer avec le product management et de devenir un allié et pas un ennemi. Donc, voilà. Remarque, pas forcément utile de sa part, mais qui a fait parler du métier. Ça fait parler. Bien. Voilà. Exactement. Mais c'est bien c'est important de remettre l'église au milieu du village, comme tu l'as dit. Exactement. Et donc, du coup, mieux faire comprendre son rôle, mieux faire comprendre son impact dans son organisation. Comment vous avez amené tout ça, vous, dans vos différentes boîtes ? Alors, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a chez Usign, on a commencé au marketing. Et ensuite, on a switché au produit. Et en fait, on a eu la chance de ne pas avoir de besoin d'évangélisation au début. Il y avait une vraie reconnaissance du besoin de product marketing pour accompagner les équipes produits à mieux apporter la valeur vers les customers. Et donc, du coup, on n'a pas eu ce besoin de prouver le rôle du product marketing et l'opportunité de le construire comme on voulait aussi. Et en revanche, ce qu'a apporté le switch
de marketing à produit, c'est d'être beaucoup plus, d'avoir un rôle encore plus stratégique et encore plus impactant dans l'entreprise. On a ce qu'on appelle les product leaders, donc avec les différents managers des équipes product management, product design, growth, ops et product marketing. Et donc, il y a aussi un vrai rôle stratégique du product marketing, un impact sur la roadmap, un impact sur les décisions business. Et ce qui fait qu'effectivement, on a un impact qui est assez important et en même temps, un rôle qui a été reconnu dès le départ et ce qui était assez confortable pour arriver en tant que premier PMM là-bas. Jeanne ? À moi. Oui. Je vais commencer comme toi. Chez nous, c'est un peu particulier. En fait, nous, en début d'année, on a constitué un peu des tribes, on va dire, par focus, enfin, mettre tous les métiers nécessaires sur une mission ensemble pour créer pas mal de concentration sur un sujet. Et moi, j'ai pris la tête d'une équipe qui se concentre, elle, sur le product marketing. Et du coup, c'est un peu particulier au sens où on n'a pas un PMM, comme on peut le voir dans certaines boîtes, dédié à chaque squad et qui va vraiment bosser avec au quotidien. Nous, on intervient plus en transverse. Et on a en fait absorbé chez nous les métiers du marketing traditionnel dont tu parlais tout à l'heure, du SEO, enfin voilà, ces métiers un peu de spécialistes. Ouais. Ils sont intégrés chez nous. Et du coup, je pense que on n'a pas forcément eu d'évangélisation à faire au sens où, pour nous, le marketing traditionnel avait un peu atteint ses limites, je pense, parce que Lydia, ça a la particularité d'être une application où on n'a pas forcément je ne sais pas si on va me tuer si je dis ça, mais on n'a pas forcément un besoin crucial très formulé au début. C'est surtout des signaux faibles. Et ensuite, on a réussi à généraliser un usage. Et là, on essaye de refaire la même chose, mais sur une autre dimension encore de notre proposition de valeur, créer un compte de dépenses courantes. Et du coup, là où le marketing pouvait peut-être être un peu trop brut, un peu trop caricatural, essayer de faire venir les gens à tout prix. Et une fois qu'ils sont là, en fait, l'application, les messages ne sont pas les bons, l'expérience n'est pas adaptée. Le fait d'avoir toute cette tribe avec et des spécialistes et de la tech, du produit, etc., et du CRM, tous ensemble qui réfléchissent vraiment en mode product marketing. Enfin, en tout cas, moi, le sentiment que j'ai chez Lydia, c'est que les autres équipes voient vraiment la pertinence de ce message, le fait que c'est plus ajusté et que sur un côté vraiment multicanal, de la push que je reçois à l'expérience que j'ai dans l'appli, j'ai un sentiment d'harmonie. Et bon, ça, en tout cas, on espère que les clients le ressentent. Très intéressant. Donc, du coup, l'intégration se fait très bien avec l'équipe produit, c'est naturel. Voilà. Carlotta, peut-être ton regard chez Decathlon ? Oui, chez Decathlon, pareil, aujourd'hui, le product management est porté par le CPO. Et quand, du coup, toute l'organisation product management, ça inclut le product, vraiment toute l'équipe PM, les product designers et l'équipe product marketing. Donc, de base, en fait, le product marketing est inclus dans l'équipe produit, ce qui permet vraiment d'avoir cette démarche produit qui est complète. Et ensuite, l'organisation, la hiérarchie, elle se fait par la compétence. C'est-à-dire que moi, mon leader, ça va être le responsable product marketing. Et ça va être la même chose pour les designers et pour les product managers, ce qui permet vraiment d'avoir à chaque fois un supérieur hiérarchique qui connaît les enjeux, les exigences du métier et du coup de vraiment pouvoir progresser. Après, moi, je travaille pour Decathlon Andorre, donc c'est vraiment une application spécifique à Decathlon. Donc, j'ai d'un côté un leader product marketing et au quotidien, je travaille avec l'équipe produit et je suis vraiment intégrée à 100% dans cette équipe-là. Donc, je vais faire tous les rituels avec eux. On va travailler ensemble de la partie discovery jusqu'à la delivery. Et donc, ça fait que dès que je suis arrivée, en fait, il n'y a pas eu non plus ce débat de à quoi sert le PMM et pourquoi c'est là. Ça venait d'un besoin de faire mieux comprendre la proposition de valeur de Decathlon Andorre, à qui on s'adresse, pourquoi, pour aussi aider l'équipe marketing à mieux vendre finalement l'application. Et donc c'est comme ça, je pense que ça se fait. Comment on danse mieux ensemble, c'est en s'intégrant davantage, en montrant aussi notre valeur par l'action et pas que par la théorie. Ouais. Donc à montrer toutes les actions, petites, grandes ou moyennes, au fur et à mesure. Et ça vient aussi avec le temps, ça se fait pas en 2 jours, faut de la consistance. Et voilà. Très bien. Je vais juste compléter avec une petite vision, peut-être plus portée par le marketing, vu que là on a beaucoup parlé de PMM chez le produit, qui est majoritairement le cas en France, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. C'est pas parce que les PMM vont être côté marketing qu'ils ne doivent pas parler au produit, qu'ils ne doivent pas aller s'incruster dans les rituels. Donc je vous encourage, même si vous êtes PMM marketing, allez dans les rituels produits, faites du PM vraiment votre meilleur ami, votre meilleur allié, nourrissez-le d'insights,
que vous allez pouvoir remonter des customer success, des sales, du marketing, enfin vraiment de toute la matière que vous avez dans les mains. Et plus vous allez l'alimenter, plus vous allez intervenir tôt dans la chaîne de valeur, et plus en fait il va penser à vous au moment de faire sa strat, de construire sa vision, de prioriser, et finalement il va vous impliquer plus tôt dans la chaîne, plutôt que de vous dire en fait j'ai tout priorisé, mes devs ils ont fini, j'ai un truc à lancer, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Voilà. Donc ça c'est la vision très US entre guillemets, qui ont une répartition différente. Donc voilà, même si vous êtes leadé par un CMO ou un VP marketing, allez dans les rituels produits et asseyez-vous à la table du produit régulièrement. Oui, c'est souvent ce qu'on dit. Voilà, il y a le product design, la tech, le produit, c'est le triptyque. Et si finalement il y a un rôle de PMM dans l'entreprise, faut que ça fasse. On est la 4e roue du carrosse. Voilà, exactement. C'est quoi le plus gros enjeu pour vous quand on fait du product marketing? Moi, je peux commencer, si vous voulez, parce que du coup, je trouve que ça m'a fait penser en fait à ce que tu disais, à mon plus gros enjeu, je pense. C'est ce côté. C'est pas parce qu'il y a un rôle, il y a une entité ou des personnes qui sont garantes du côté product marketing, qu'est-ce qu'on dit, à qui, à quel moment, etc. C'est pas pour autant que c'est pas la responsabilité de tout le monde. Je sais plus qui le disait, mais il y a des product managers qui savent un peu designer. C'est ok, c'est trop cool qu'ils le fassent, ça nous permet d'aller plus vite. Et il y a toujours des designers qui sont garants du travail final. Et je trouve que c'est hyper important, et c'est un peu un travail du quotidien, de pédagogie, de se dire on va sensibiliser tout le monde pour que les PM, toutes les équipes de manière générale aient cette fibre product marketing. Ce côté, c'est hyper important que de bout en bout tout soit cohérent dans l'app, dans les communications, etc. Et nous, si à la fin on n'a plus de boulot, tant mieux. Ce sera jamais le cas, mais c'est d'ailleurs pour ça que ça existe. Mais c'est d'abord quelque chose qui doit respirer de toutes les équipes, et nous on va harmoniser, garantir à la fin. Ça c'est mon plus gros enjeu, c'est de faire comprendre ça. Là où si je caricature, on pourrait me dire nous on sort la feature et toi t'imagines les mots, le ton, t'écris les contenus dans l'appli, et ça en fait on silote et du coup on s'y retrouve pas quoi. C'était hyper complet. Est-ce que je sais pas si vous avez le même rajouté des points? Je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais aussi un autre enjeu qu'on peut avoir, et surtout quand on a une équipe de PMM restreinte, qu'on est solo PMM, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est que le PMM, c'est un métier qui est à la croisée de chemin entre toutes les équipes, à la fois business-produit, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Et l'un des enjeux, ça va être de réussir à concilier les problématiques long terme, moyen terme, court terme, et du coup stratégique, opérationnel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est crucial dans notre métier, parce que si on a besoin de ces 3 composantes-là pour être impactant dans notre quotidien. On a besoin d'apporter cette vision stratégique avec tous les travaux de positionnement qu'on va avoir, de pouvoir orienter aussi le leadership sur quels sont les choix à faire pour avoir vraiment des bons impacts et répondre aux opportunités business qu'on a. Et on a aussi besoin d'être dans l'opérationnel, dans les actions tactiques, pour mettre en place et exécuter cette stratégie. Et se dire, OK, quel contenu on va créer, comment est-ce qu'on va le créer, etc. Et je pense que l'un des enjeux principaux, c'est de pas faire que de la stratégie, sinon on ne fait plus rien, on ne voit plus. Et ne pas faire que de l'opérationnel aussi, parce que dans ces cas-là, on perd aussi cette prise de recul et vraiment cet apport que peut avoir le PMM de cette vision globale, business, qu'il peut apporter au produit. Juste peut-être pour compléter, je trouve qu'il y a aussi, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect collaboration. En fait, quel que soit à la fois nous, d'être impliqués dans les différents process, comme le disait Mathieu, d'être impliqués très en amont de tout ce qui est développé côté produit, sur les features, sur les produits, mais en même temps, nous aussi, d'impliquer tous les bons interlocuteurs au fur et à mesure des différents sujets, que ce soit sur la GTM, les go-to-market stratégie, que ce soit sur les sujets pricing, d'adoption, etc. Sur le discovery, sur le delivery, on a vraiment toutes les équipes qui sont impliquées, les sales et les customer success qui vont venir donner du feedback en amont pour bien capter les insights clients, en aval pour remonter les feedbacks, l'équipe finance qui va supporter sur les prévisions pour le pricing, etc. Il y a vraiment toutes les équipes qui sont sollicitées sur l'intégralité des sujets sur lesquels on travaille. Et donc, du coup, d'être capable de gérer la relation avec les stakeholders dans l'entreprise, c'est aussi crucial pour la réussite des différents sujets sur lesquels on travaille. Ça rejoint bien, de toute façon, le stakeholder management, on est tous dedans. Clairement. Aujourd'hui, si vous regardez dans le rétroviseur, tous,
C'est quoi la place vous en avez un peu répondu déjà, du PMM au sein de vos boîtes en fait? Et est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment si vous deviez là arriver dans une nouvelle organisation et se dire faut impulser ça? Je peux commencer si vous voulez. Non, ce qui est intéressant chez Decathlon, c'est que finalement Decathlon c'est une entreprise qui vient du retail. Oui. Donc c'est un vrai switch qui est en train de s'opérer aujourd'hui chez Decathlon de pas vouloir uniquement vendre des produits physiques, des chaussures de rando par exemple, mais de vraiment réussir à offrir une expérience complète et d'être finalement vu comme finalement le Decathlon, le partenaire, ton partenaire pour faire du sport. Donc au-delà de juste acheter tes chaussures, tu vas aussi utiliser une application pour faire des randonnées et pour trouver des randonnées. Et du coup, ce switch-là, chez Decathlon, il est super intéressant dans justement qu'est-ce qu'apporte le produit, qu'est-ce qu'apporte le PMM, parce que c'est comment est-ce qu'on va vendre et réussir à faire comprendre en fait cette proposition de valeur de marque finalement qui évolue. Et aujourd'hui, très concrètement, chez Decathlon, quand je suis arrivée en novembre dernier, j'étais la 3e PMM à arriver. Aujourd'hui, on est 12. Et on projette à la fin de l'année à être une équipe de 17 PMM. Ah oui. Donc, c'est vraiment un vrai scale, finalement, de l'équipe PMM et même produit, équipe digitale au général, parce qu'il y a cette volonté d'être une marque expérientielle. Et c'est ça qui est super intéressant. Et le PMM peut apporter justement cette création de valeur et de se dire quelles opportunités business retail, comment est-ce qu'on l'associe à un service pour vraiment avoir une vision holistique du sport. Hyper intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus, des conseils pour notre audience sur Twitch? Oui, conseil. On a une position qui n'est pas facile. On est sollicité un petit peu par tout le monde. Tout le monde a des besoins et c'est normal. Un des pièges, surtout quand on débute dans le métier ou qu'on est un peu junior, c'est de pas savoir dire non. Et parfois, c'est difficile aussi de dire non à certains stakeholders, notamment les CEO, par exemple. Mais savoir challenger, en fait. Ne pas écouter chaque sales, chaque marketeur qui dit « j'ai besoin de ça » et se mettre au four et au moulin. Essayer de challenger, comprendre le besoin, pourquoi on a besoin de ça, quel va être l'impact, et surtout prioriser, en fait, parce que on a tendance à être peut-être un peu tous trop gentils dans notre métier et dire oui à tout le monde, et on peut très très vite se laisser submerger, parce qu'en fait on a des demandes qui affluent partout. C'est pareil pour le produit aussi, c'est pas... Oui, ce que j'allais dire, pour les product managers, savoir dire non, c'est important. Voilà, il y a beaucoup de choses communes là-dessus, donc vraiment un des pièges, c'est de se laisser déborder, donc toujours challenger les besoins, et 2, apprendre à bien prioriser. Oui. Donc, c'est du product. Oui, voilà, c'est du product. On reste sur les mêmes valeurs, sur le même mindset. Même mindset et savoir dire non, prioriser, remettre en perspective, mesurer. Exactement. En plus, ça revient pas mal sur ce que tu disais avant, le fait de s'impliquer vraiment, que ce soit par les rituels, par le fait de faire soi-même des user interviews, des choses comme ça. Ça donne aussi des billes pour pas juste être un réceptacle et il faut écrire un mail de lancement. Là, on pourrait être un peu démuni et plus dans une position d'exécutant, alors que c'est hyper important d'avoir pu constituer une vision, une perception du besoin, de faire le tri aussi entre les différents échos qu'on a pour finalement dessiner une vraie ligne éditoriale bien pensée et savoir dire non, tel changement pour telle équipe, ça paraît gigantesque parce que vous avez bossé 3 mois dessus et c'est génial, mais juste on n'a pas besoin de le dire aux gens, quoi. Et justement, rester proche du besoin, je trouve que c'est hyper important. On est vraiment product marketing, la voix du consommateur, c'est du client, c'est peut-être hyper un cliché, mais du coup d'être vraiment toujours proche du client, des insights, des problèmes qui sont rencontrés, des solutions qui sont attendues, etc. Et ça, c'est toujours hyper important, de ne pas s'éloigner de ça et d'être justement trop dans le stratégique, comme tu disais, et d'être trop haut, mais d'être toujours hyper proche de ses clients. D'interagir régulièrement avec eux aussi, directement ou indirectement via les équipes. Toi aussi, c'est une clé commune avec le boulot de product manager. Le faire ensemble, c'est mieux. C'est ça. Exactement. En fait, on va d'une même discussion avec un product designer, product manager et PMM, on va pas entendre les mêmes choses. Et c'est justement après confronter ce qu'on a entendu, la manière dont on l'a perçu, qui permet de compléter
tout ce qui va se dire et de définir, ok, ça peut être une solution, comment est-ce qu'on va le vendre et à quoi ça va ressembler en termes d'expérience. Et c'est ce combo qui permet de finalement avoir la meilleure solution avec la plus belle histoire, entre guillemets, qui va permettre aux clients, utilisateurs finaux, d'avoir la meilleure expérience. J'ai une question pour vous dans le chat. Alors, elle est un petit peu longue, c'est 2 questions dans une question. Comment taclez-vous les problèmes suivants en tant que PMM ? Une nouvelle fonctionnalité est très peu utilisée alors que le PMM a pris en compte tous les touchpoints pour le valoriser. Et à l'inverse, une fonctionnalité déjà existante n'est pas utilisée. Il faut absolument la mettre en avant car elle peut être un game changer. Sur la première, j'ai un exemple qui nous est arrivé justement, où on a lancé un nouveau produit et on avait un gros problème d'adoption. Mais en fait, justement, c'est là où ça rebondit sur ce que tu disais. On ne l'a pas traité en PMM, on l'a traité en produit. Donc, en fait, on est reparti de zéro. On a relancé des user research, on a relancé des interviews, on a itéré et on a combiné à la fois les compétences produits pour optimiser l'expérience dans le produit, les compétences product marketing pour optimiser aussi tout l'accompagnement in-app, via des notifications, via des tours, etc. Optimisation aussi des articles de Help Center en fonction des feedbacks customer. Et donc, du coup, effectivement, ça nous a permis, pour le coup, d'optimiser l'adoption. Là, on vient de relancer justement tout ce nouveau produit avec cette adoption complètement repensée. Et ça nous a permis, effectivement, là, d'avoir des résultats très rapidement qui soient vraiment satisfaisant. Mais du coup, c'est parce qu'on a vraiment travaillé les 3 piliers ensemble, PM, Product Design, PMM, et de manière conjointe, du coup. J'ai déjà vécu une situation similaire, là où finalement le PMM n'avait pas été inclus assez tôt dans la recherche. Et donc, en fait, il y avait un vrai besoin. Mais en fait, les gens n'étaient pas prêts à payer pour résoudre ce problème. Et donc, en fait, oui, le besoin, il était là, la solution, elle existait. Quand on demandait au client de payer, il fait « Ah ben non, je continue de bricoler sur Excel, ça me va très bien, ça me prend 3 heures, mais je ne suis pas prêt à payer pour ça. » Et du coup, la perspective de pied, même dans la research, justement, regarder sur le willingness to pay. Est-ce que les gens sont prêts à payer ? Est-ce qu'il y a eu une certaine appétence, etc. Donc, ça peut être aussi des problèmes qui sont liés à la research. Voilà. Après, bon, il y a une multitude de cas possibles, mais ça, c'est des choses qui se voient malheureusement. Et pour finir ou compléter aussi, il y a aussi toute la partie message. On peut regarder typiquement par rapport à la première partie de la question, de se dire peut-être que en fait, ce qui pêche, c'est les messages et la manière dont on aborde le problème et la solution. Et du coup, c'est aussi quelque chose à tester, soit avec des A/B tests ou juste en faisant une mini user research ou des entretiens. Et ça peut être, il n'y a pas besoin d'aller faire sans entretien. Aller dans la rue et demander qu'est-ce que vous pensez du message, est-ce que vous le comprenez et qu'est-ce que ça vous évoque. Rien que ça permet d'avoir des insights. Et du coup, c'est aussi retravailler les messages, les tester et itérer sur les messages. Et juste ça peut aussi permettre de débloquer des problèmes d'adoption parce qu'en fait, on avait le mauvais message et donc ça posait problème. C'est vrai, tester, franchement, c'est... Test and learn, à base de nos métiers. On arrive déjà presque au terme de cette table ronde. Je vous avais dit que ça allait passer vite. J'ai une dernière question pour vous et surtout pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent. C'est quoi vos fails, vos tips ? Alors, vous en avez déjà donné plein. Mais si je vous donnais une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment vous changeriez immédiatement ? Dans quoi ? Dans vos expériences. Dans le boîte actuel, ou dans ton parcours, quelque chose que tu as testé et qui n'a pas marché et que tu dis j'ai appris et je le ferai différemment demain. On n'a pas dû poser de question parce que du coup tu te tournes vers moi. C'est ton moment. Moi, je peux commencer. Un des pièges que j'ai vécu au tout début quand j'étais PMM, c'est un métier qui demande d'être énormément dans l'empathie, et dans l'émotionnel, pour vraiment comprendre les émotions des clients. Et finalement, j'avais mis trop d'émotions, pas forcément dans mon message, mais dans ce que je produisais. Et quand ça marchait pas, quand il y avait des retours qui étaient pas forcément positifs, c'est quelque chose qu'on prend facilement pour soi et qui peut nous impacter. Donc voilà, il y a un curseur dans l'émotion qu'on doit mettre dans notre travail pour
refléter des sentiments finalement et pas être un produit froid, rigide, qui finalement va plaire à personne, mais pas non plus mettre trop d'émotions pour le prendre trop personnellement. Donc voilà, j'étais jeune à l'époque, mais ça m'est arrivé et je le referai plus. Trouver la balance, l'équilibre, c'est important. Exactement. Ouais. Et comment tu refais plus? Je change. Non, j'ai mûri depuis. J'ai appris. J'ai été blessé, tu sais. Est-ce que vous avez d'autres tips ou fails que vous voulez partager à notre audience? Moi, je dirais que quand on est PMM, je ne sais pas si c'est un des avantages, mais peut-être une frustration qu'on peut avoir, c'est de ne pas voir directement l'impact chiffré. On n'est pas des sales, il n'y a pas à la fin de la journée un chiffre d'affaires. On n'est pas non plus des créas, donc c'est pas nous qui allons finalement faire une magnifique newsletter. On va faire un brief qui va permettre de le faire. Mais du coup, on peut se retrouver à la fin de la journée ou à la fin du mois à se dire mais on a fait quoi en fait le mois dernier, quel impact on a eu, quelle a été notre création de valeur entre guillemets. Donc un des tips que je recommande, c'est de réussir à avoir comme une sorte de journal qui permet aussi, surtout aussi au leadership, pour montrer quelle est la valeur qu'on a apportée. Ouais. Et de se dire quel était le problème à la base, quelle était du coup la solution, comment on l'a abordé et quel a été l'output. Donc si c'est une présentation, si c'est je ne sais quoi, et du coup quel a été l'impact vraiment au final de la solution, de ce qu'on a créé, de ce qu'on a fait. Et ça aide aussi personnellement à se dire ok, j'ai fait ça et ça ce mois-ci, et aussi à le montrer et à montrer finalement notre valeur et à dire en fait on a travaillé avec telle équipe pour tel objectif parce qu'il y avait ce problème initialement. C'est raconter une histoire, et c'est remettre en exergue finalement tout le travail un peu parfois de l'ombre, de réflexion, etc. que vous pouvez avoir et l'impact que ça a in fine. Ouais. Peut-être pour compléter et prendre la question plus sur un angle tips que sur un angle fail. On a parlé tout à l'heure d'écouter le terrain. Un des biais aussi qu'on peut avoir en tant que PMM, c'est qu'on va travailler forcément avec des sales, qui en général sont ceux qui crient le plus fort dans la boîte, parce qu'ils ont besoin de closer, parce qu'ils ont besoin de business. Il y a d'autres touchpoints business qui sont ultra précieux, je vous recommande de bosser avec, c'est les customer success. C'est des gens qui maîtrisent le produit sur le bout des doigts, qui sont avec des clients tous les jours, avec des problématiques tous les jours, et qui se révoltent pas assez, je trouve, et qui ont vraiment des insights super importants avec beaucoup de valeur à apporter. Donc en tant que PMM, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert peut-être un peu trop tard dans ma carrière, même s'il est jamais trop tard, mais aller discuter avec les CSM pour avoir une autre perspective du terrain, c'est toujours des discussions très riches. D'ailleurs, cette remarque est valable aussi pour tous les product managers Bien qui sûr. nous écoutent. C'est clair. En fait, j'avoue, j'allais dire un truc un peu comme ça, je trouve. Désolé. Non, pas du tout, ça complétera. Je trouve autant, moi j'étais plus côté PM avant, et autant mon meilleur tips, entre guillemets, c'était je fais comme si je comprenais rien, comme ça la tech devra faire plein d'efforts pour m'expliquer, et en faisant ces efforts, ils se rendront compte qu'il y a en fait pas mal de trucs qu'ils ont fait qui n'étaient pas très cohérents, ou qui étaient un peu en mode tunnel, et ils ont sauté plein d'étapes dans la réflexion. Je trouve que de la même manière, le rôle du PMM, soit une personne, soit une équipe, ça, vu qu'on doit prendre du recul et se dire je suis l'utilisateur et je vais vraiment porter sa voix, c'est hyper utile, je trouve toujours très riche de se dire tu sais, moi je sais rien, j'ai juste entendu que telle personne m'a dit ça de telle manière, etc. Et je trouve que ça initie souvent des conversations et des façons de challenger hyper précieuses avec toutes ces personnes qui sont focus sur une feature, un produit, parfois un bouton, et qui du coup peuvent eux le prendre hyper à cœur, et donc remettre un peu de recul, de souplesse. Je trouve que c'est aussi notre rôle au quotidien. Marion, un mot de la fin peut-être? Et en fait, moi j'avais en tête aussi alors c'est assez complémentaire, mais c'est beaucoup plus concret. Et justement, peut-être que ça vient compléter aussi ce qui a été dit. On a parlé de la gestion des stakeholders et de pouvoir bien collaborer avec toutes les équipes. Et il y a aussi concrètement gérer les différents projets. En tant que product marketing manager, en général, on a différents sujets à gérer. On l'a vu, on a un scope hyper large, que ce soit des problématiques de pricing, des lancements de nouvelles fonctionnalités, des stratégies d'adoption, etc. Toute la partie discovery puis delivery. Et du coup,
je trouve qu'il y a aussi besoin d'avoir des vraies compétences en gestion de projet et de pouvoir avoir sa propre timeline, sa propre roadmap hyper claire sur un quarter, sur un semestre, sur un mois, d'avoir les priorités qui soient toujours ultra claires, bien organisées, que ce soit Notion ou d'autres outils qu'on peut être amené à utiliser. Ça peut paraître hyper trivial, mais en fait, encore une fois, on a tellement de sujets à gérer que du coup, il faut vraiment aussi être capable de bien s'organiser pour les prioriser, pour les emmener au bout et pour oublier personne avec qui travailler, quoi.